met dans une casserole. Non, on peut faire bien pire encore. Et puis, on appuie sur le bouton, on appuie, ça chauffe. Et c'est le début d'une recette de gâteau au chocolat. Il peut se passer deux catastrophes terribles. La première, c'est qu'on chauffe trop fort et à ce moment-là, ça crame. Donc là, ça a un goût de cramé, on n'y peut plus rien. On n'y peut plus rien. Quand ça a un goût de cramé, on n'y peut plus rien. En revanche, ah oui, alors là, vous voyez, ça va déjà beaucoup trop fort. Alors, je ne sais pas comment on va diminuer. Donc, ils vont le faire à feu doux, parce que sinon, ça va cramer. Je vous rappelle que le chocolat, le chocolat, pour vous donner une idée du chocolat, voilà. En gros, pour faire du chocolat, vous prenez la moitié de graisse et la moitié de sucre. Donc si vous voulez mincir, c'est pas bon. Hein. Le chocolat, il ne faut pas être faux cul, il faut être honnête, c'est moitié gras, moitié sucre. Bon. Et c'est pour ça que c'est bon. Alors, pour ceux qui sont là, je vous donne en confidence une recette de mon invention. Et je vous rappelle je vais vous dire comment ça s'est passé. Un jour, j'allais rencontrer Pierre Gagnère. Pierre Gagnère, c'est le plus grand cuisinier du monde. Et donc, quand je vais chez Pierre Gagnère, je descends au sous-sol, je sers la pince au charcutier, il est au sous-sol, et puis ensuite je monte et je vois Pierre Gagnère. Et là, il avait une motte de beurre et du sucre. Et je lui dis, mais c'est le pire, la pâtisserie. La pâtisserie, c'est du gras et du sucre. Et j'ai eu une idée. Je lui ai dit, vous allez prendre 1 kg de beurre, 1 kg de sucre en poudre, vous allez faire tourner à la feuille, vous allez le couler en couche mince, et vous allez le découper en jolis petits cubes. Et à 10 heures, vous montez ça au chef. Et à 10 heures, le gars, en blanc, avec la toque, arrive, chef, voilà, de la part de monsieur Tissard. Pierre Gagnère a dit, c'est quoi? J'ai dit, on ne dit rien, on goûte. Il a pris un des assez petits cubes, on vous rappelez, du gras et du sucre. Hein. Il a mis en bouche, il dit, ah, c'est bon. J'ai appelé ça les bonbons ultimes. On ne peut pas faire pire du point de vue diététique, sauf si on rajoute du sel et de l'alcool. Bon. Et si on fume en plus, de toute façon, on va mourir d'un cancer du poumon, donc c'est réglé. Bon. Alors, donc, le gras et le sucre, l'être humain, il aime beaucoup ça. Et voilà pourquoi c'est difficile de faire régime, parce que même si on veut faire régime, on veut du gras, on veut du sucre. Je vous rappelle qu'une mayonnaise, c'est de l'huile déguisée en sauce. Tout le monde sait faire une mayonnaise? Comment vous faites? Ah non, 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 non. Pas de moutarde, sinon c'est une rémoulade. Voilà. Phileas Gilbert, 1934, la moutarde est le savorisme particulier de la rémoulade. Les rémoulades sont une sauce très ancienne, comme vous avez déjà au Moyen-Âge, et on partait de moutarde dans lequel on mettait de l'huile. Et vers 1800 à peu près, il y a un génie qui a oublié la moutarde, et il a mis de l'œuf. Et tout d'un coup, alors on peut en faire une, c'était pas prévu, mais j'ai tout ce qu'il faut. Enfin, je crois, voilà. Vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, on va donc apprendre. Ah oui, mais attendez, il ne faut pas que ça chauffe trop fort, celui-là. Donc on va la mettre là pour l'instant. Voilà, on va faire une mayonnaise. Hein. Alors, je n'ai pas d'œuf. C'est pas grave. J'ai des protéines de blanc d'œuf. Voilà. Donc vous voyez, je vais dans un œuf, c'est 60 grammes. Il y a 40 grammes de blanc, 20 grammes de jaune, et le blanc, c'est 90% d'eau, et les protéines. Voilà les protéines du blanc d'œuf. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'une boîte d'œufs qui va casser. Hein, j'ai mon truc, c'est très solide. Là, j'ai l'équivalent de 5 ou 6 douzaines d'œufs. Alors, on met une petite... Alors, qui veut fouetter? Tu sais fouetter? Très bien, tu vas fouetter. Voilà, voilà. Alors, pour faire ça, il faut un peu d'eau. Hein. Donc voilà, un blanc d'œuf artificiel. Un blanc d'œuf artificiel. Je vous rappelle que le naturel, c'est ce qui n'a pas été transformé par l'être humain. Artificiel, c'est ce qui est le produit de l'art. Donc il nous faut des aliments artificiels. Il n'y a pas d'aliments naturels. Si vous entendez un mot naturel avec des aliments, c'est qu'on vous ment. Hein. Le naturel, c'est qu'il n'a pas fait l'objet d'une transformation par l'être humain. Il n'y aura jamais de cuisine naturelle. Donc voilà. Alors maintenant, on a les protéines, l'eau, et on va lui demander de fouetter. Voilà. Il faut que tu te tournes pour montrer. Attends pas, sinon je suis responsable. Hein. Voilà. Voilà, alors, il faut fouetter. Alors, fouetter, ça veut dire quoi? Voilà la question. Allez, fouette. Alors, qu'est-ce que tu vois, par exemple? Qu'est-ce que tu vois maintenant?
Aidez-le. Qu'est-ce qu'on voit? Montre-leur, montre-leur. On voit quoi? On voit des grumeaux, c'est exact. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre? Fouette bien, fouette bien. Alors, regardez, on utilise un fouet qui est un objet qui date du Moyen-Âge. Est-ce qu'il vaut mieux son fouet ou celui-là? Qui vote pour son fouet? Qui vote pour celui-là? Qui vote pour je ne sais pas? C'est les meilleurs. Alors, on applaudit ceux les meilleurs. 1, 2, 3 pour les meilleurs et Pépé. Bon alors, montre ce que tu as fait, que je vois. Voilà, alors, il a fait des trucs. Hein. Vous voyez, il y a des bulles. C'est ça qu'on aurait dû dire. Les protéines vont se dissoudre, et puis on voit une mousse qui apparaît. Comme un blanc en neige, puisqu'en réalité, on a fait un blanc en neige. Hein. Bon, alors maintenant, tu vas m'aider, s'il te plaît. Le but, c'est pas de faire un blanc en neige. On pourrait faire un blanc en neige. Je vous rappelle qu'avec un blanc d'œuf, si on s'y prend bien, on peut faire 1 mètre cube de blanc en neige. Ah, mais good, il a des grosses gouttes, lui. Alors maintenant, le fouet ne sert plus à foisonner. Foisonner, ça veut dire faire une mousse. Hein. Maintenant, le fouet sert à émulsionner, c'est-à-dire à diviser les gouttelettes en deux et en deux et en deux. Vas-y. Et on les voit plus, parce qu'une gouttelette qui fait une gouttelette qui fait 1 cm de diamètre, quand on divise en deux, ça fait un demi, ensuite un quart, un huitième, un 16e. Et quand on fait 20 gouttes de fouet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a divisé en 1 million. Donc les gouttelettes sont microscopiques, on ne les voit plus à l'œil nu, et c'est ça qui s'appelle une émulsion. Alors vas-y, vas-y, goutte à goutte, hein, goutte à goutte. Et on pourrait peut-être demander à quelqu'un d'autre de fouetter. Vous voulez fouetter? Alors attendez. Alors, les livres de cuisine sont pleins d'âneries. Il y a ceux qui disent quand les ingrédients ne sont pas à la même température, la mayonnaise ne prend pas. C'est pas vrai. Il y a ceux qui disent quand la lune est pleine, ça ne prend pas. C'est pas vrai. Il y a ceux qui disent quand il y a un courant d'air, ça tourne. C'est pas vrai. Il y a ceux qui disent quand il y a dans la pièce une femme qui a ses règles, ça ne prend pas. C'est pas vrai. J'ai fait l'expérience. Hein. Donc tout ça, c'est du baratin, parce qu'il n'y a qu'une chose qui compte, c'est de diviser les gouttelettes d'huile en deux et en deux et en deux et en deux. Donc je vous laisse fouetter pendant qu'il verse. Alors, il faut verser doucement, tu verses doucement pendant qu'elle fouette. Et donc, avec les yeux de l'esprit maintenant, vous voyez que c'est une opération intellectuelle. Avec les yeux de l'esprit, on voit les gouttelettes se diviser en deux et en deux. Vas-y, verse régulièrement, mais très doucement. C'est surtout au début de la mayonnaise que ça rate. Ça rate parce que si vous mettez plus d'huile que d'eau, c'est l'eau qui va être dispersée dans l'huile. Or nous, on veut de l'huile dispersée dans l'eau. Donc ça, c'est très important. Si vous voulez faire rater une mayonnaise, c'est pas difficile, vous mettez un grand coup d'huile, vous touillez doucement et ça rate. Mais on peut le rattraper et c'est une autre affaire. Pendant ce temps-là, je vous rappelle que notre travail d'aujourd'hui concerne le chocolat. Et donc nous voulions faire masser du chocolat. On va faire passer du chocolat. Le chocolat est fondu, il n'a pas cramé, il est bien, c'est un bon début, mais on va provoquer une catastrophe. Pendant ce temps-là, on finit, oui, très bien. Ah, il ne faut pas un jaune d'œuf avec la mayonnaise. Alors si la loi revendique que dans toutes les mayonnaises, il y a au minimum 8% de jaune d'œuf, c'est très important. N'oublions pas la loi de 1905 sur les produits alimentaires. Les produits alimentaires doivent être sains, loyaux, marchands. Sain, ça veut dire on n'empoisonne pas tout le monde. Loyal, ça veut dire que si c'est du bœuf, c'est pas du cheval. Et marchand, ça veut dire que c'est mangeable. Hein, en gros. Voilà, c'est très bien. Alors, peu importe le sens auquel on tourne, parce que si on tourne à gauche ou à droite, ça divise les gouttelettes d'huile pareil. Donc c'est bien pareil. Tu verses bien, tu fais ça bien. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Baptiste. Massine. Bon, alors on applaudit Massine. Pour Massine, les bébés, voilà. Massine est en train de faire une mayonnaise sans jaune d'œuf sur le stand d'AgroParisTech, la plus grande école d'agroalimentaire du monde. Des tas de choses. Alors ces machins-là, par exemple, c'est des composés odorants. Ils n'ont pas de saveur, ils ont juste une odeur. Et donc on va en mettre, alors celui-là a un goût qui rappelle un peu les noisettes, voilà. Oh là, j'en ai jamais beaucoup. Oh non, on va charger parce que Massine aime bien les noisettes. Donc maintenant, il y a une saveur sucrée, il y a une odeur noisette. Tu veux tremper ton bras encore ou une cuillère, ça sera plus propre parce que si les gens... voilà, vas-y. Alors t'en prends pas trop, hein. Il faut que ça soit bien sucré. Moi je dirais que ça manque d'acidité. N'oubliez pas l'acidité. C'est sucré maintenant?
Et ça sent la noisette? Pas assez? Pas assez. Alors, c'est pas dur, dans ces cas-là, on va en ajouter. Hein. Alors, la personne qui était à mes côtés tout à l'heure, c'était vous qui était là? Non, je ne pas vous. Elle m'a demandé, est-ce que c'est des produits chimiques? Qu'est-ce que c'est qu'un produit chimique? Moi, je voudrais bien qu'on me le dise. Moi, je sais que la chimie est une science, c'est pas une application, c'est pas une technique, c'est pas une technologie, c'est une science. Donc la chimie ne produit que des connaissances. Après, quand L'Oréal utilise les résultats de la chimie, ils font des cosmétiques, ils ne font pas de la chimie. Quand Bayer fait, mettons, des monoglycérides, ils ne font pas de la chimie, ils font des monoglycérides. Donc il ne faut pas se tromper de combat. La chimie est merveilleuse, on va crier ensemble vive la chimie. 1, 2, 3, vive la chimie! Vous ne criez pas assez, vous n'êtes pas convaincu encore. Alors comment est-ce que je pourrais vous convaincre? Vous êtes convaincu que la chimie c'est formidable? Non, c'est la chimie n'est pas formidable parce qu'en français, formidable ça veut dire qui fait peur. La chimie est merveilleuse, d'accord? Alors, la chimie est merveilleuse, vous en souviendrez, ouais, la chimie est merveilleuse. D'ailleurs, on va ajouter un peu de produit. Ah! J'ai un goût de poulet rôti. Est-ce que ça irait bien avec le... Non, ça ira pas. Ça ira pas avec la noisette. J'ai du caramel. Enfin, c'est pas du caramel, c'est un goût qui va ressembler au caramel. Donc là-dedans, il y a un composé odorant pur. D'habitude, dans les aliments, l'odeur d'un aliment, c'est plein de composés à la fois. Environ 500. Et là, c'est un seul. Donc on peut régler sur mesure. Et donc on fait une cuisine synthétique, de synthèse, artificielle, puisqu'elle a été composée par l'être humain. Et donc on va demander à Vassine de goûter. Ouais, je prends ta couleur. Allez, goûte. Non, c'est pour goûter, Tu goûtes et tu nous dis ce que tu sens. Est-ce que quelqu'un d'autre veut goûter? Il y a encore des cuillères, oui. N'hésitez pas. Voilà. Est-ce que c'est assez sucré? La première question, c'est est-ce que c'est assez sucré? La deuxième question, c'est est-ce que c'est assez gras? La troisième question, c'est etc. On peut rentrer du sucre. Il y a du sucre. Est-ce qu'on sent le caramel maintenant? Pas encore assez. Est-ce qu'on sent la noisette? Pas encore assez. Bah, on en rajoute. Allez, on rajoute. Alors, on va ajouter donc le beurre, noisette, caramel. Voilà. Heureusement, le papa est présent. Il donne un petit mouchoir. T'as du sapin là aussi, si t'as besoin. Voilà. Alors, maintenant une question. Qui a déjà cuit une mayonnaise? Alors, vous vous rendez compte, on est au 21e siècle, on envoie des sondes sur Mars, et personne, dans le salon de l'agriculture, sur le stand de la Grande Bretagne, n'a jamais cuit de mayonnaise. Alors on va le faire, on va prendre un verre. Mathilde, est-ce qu'on a un four à micro-ondes? Ah, on n'a pas de micro-ondes. Il n'y a pas un stand à côté qui a du micro-ondes. Ah, ben. Alors je vous dis comment faire. Vous prenez votre machin là, vous le mettez dans un verre, vous remplissez aux 2 tiers, vous mettez au micro-ondes plein pot, 20 secondes, et vous avez un soufflé en 20 secondes. Bon. Pendant ce temps-là, on a ici le début de la catastrophe. Alors, c'est ça qu'on voulait obtenir. On veut faire masser le chocolat. Alors, masser le chocolat, il est dit par les pâtissiers que si on met une goutte d'eau, ça va masser. Alors, j'ai mis une goutte d'eau, et c'est la catastrophe. Vous voyez, ça a grumelé. Ça, c'est du chocolat massé. Alors, on est bien ennuyé, parce que vous voyez, c'est pas joli, hein, du chocolat massé. On l'a fait masser exprès, et ça, c'est une catastrophe qui arrive périodiquement en cuisine, quand on met une goutte d'eau dans le chocolat fondu. Alors, la question, c'est, est-ce qu'on peut le rattraper? Bon. Alors, avant de le rattraper, je voudrais vous montrer que la question, c'est pas l'eau et le chocolat en général. Et on va faire une émulsion de chocolat, comme une mayonnaise de chocolat, en y mettant d'abord de l'eau. Voilà. On va, donc je mets de l'eau. Voilà. Vous vous rappelez qu'une émulsion, c'est des gouttelettes de matière grasse qui se versent dans l'eau. Bon. On a l'eau. Alors, il nous faut, pour la recette, pour ceux qui veulent faire la recette de ce que je vais vous montrer, qui s'appelle le chocolat chantilly, il faut 200 g d'eau, donc on va faire un peu plus, voilà, 200 g d'eau, et il nous faut 250 g de chocolat à croquer. Donc, on va mettre maintenant le chocolat à croquer dans l'eau. Donc, vous vous dites, évidemment, oui, mais ça va faire masser. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas en train de mettre l'eau dans le chocolat. On est en train de mettre le chocolat dans l'eau. Et ça fait toute la différence, parce que si on chauffe, voilà, on le met dans l'eau exprès. Alors, on peut mettre du chocolat
au lait, dessert, on peut mettre tout ce qu'on veut, de toute façon, c'est toujours du gras et du sucre, voilà, c'est du gras et du sucre, voilà, on le met, et alors on va demander à Massine de touiller doucement, pas avec celui-là, mais avec celui-là, voilà, tu vas touiller doucement, et le chocolat va fondre, il va libérer son gras, le sucre, lui, va aller se dissoudre dans l'eau, et donc on va avoir des gouttelettes de matière grasse, de chocolat, de beurre de cacao, dans l'eau. Et donc on va faire une émulsion de chocolat. Et si quelqu'un veut goûter, alors la recette, je vous la rappelle, 200 g d'eau, enfin d'eau qui a du goût, hein, c'est mieux, et 225 g de chocolat à croquer. On fait fondre pour faire une émulsion, n'appuie pas trop, parce qu'il faut pas rayer le fond, hein. Mais il est très bien, il est vendu, voilà. Et donc maintenant qu'on a ça, on le pose sur des glaçons, c'est pas de glaçons aujourd'hui, et vous fouettez, et vous mettez des bulles d'air. Alors, vous fouettez des bulles d'air, on fouette simplement comme ça, pendant qu'on refroidit, comme pour une crème chantilly, et vos bulles d'air vont être piégées dans la masse, et vous avez donc un chocolat chantilly. Et la réalité, c'est qu'il y a notamment un très gros trou dans la raquette, c'est que sur beaucoup de produits aujourd'hui, la moitié des achats par le consommateur ne sont pas faits directement dans la grande distribution. Donc on se focalise sur la grande distribution, qui sont souvent pointés du doigt, etc. Mais parler des cantines, des restaurants. Prenez, je sais pas moi, le caddie de poulet sur lequel j'ai travaillé récemment, toute la croissance de la consommation de poulet en France est faite par les cantines. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet qu'il faut avoir en tête pour être juste sur le schéma Egalim, comment dire, tout le débat sur les prix du plancher et tout, c'est que les indicateurs de marché, les indicateurs de coût de production, sur la durée, ça monte et ça descend. C'est-à-dire que probablement au démarrage et au moment où tout ça a été lancé, au moment de la guerre en Ukraine et tout, on était dans un schéma croissant et que si on veut regarder ça sur une perspective de long terme, il faudra analyser aussi ça sous forme de flux évolutif, positif ou moins positif. Tout simplement, on peut critiquer Bruxelles, Paris, le monde politique, etc. Il faut tout simplement remettre au centre le socle productif, la production. Ce qui est très frappant, c'est qu'aujourd'hui, la politique agricole doit répondre à de grands sujets, climat, biodiversité, santé. On ne parle plus de production. Donc, si on remet ça au cœur, probablement qu'on pourra redémarrer. Il y a un point qui me paraît très important, parce qu'on a toujours tendance à accuser les autres. Il a dit une chose très importante en parlant des collectivités et finalement des citoyens. Aujourd'hui, un des problèmes de souveraineté, c'est est-ce qu'on est capable de produire dans un environnement qui, en règle générale, le refuse. C'est extrêmement important. Vous êtes producteur de volailles, vous faites 40 000 poulets par an, quand en Ukraine on en fait 1 million par an. Vous voulez vous agrandir un tout petit peu, vous allez mettre 3 ou 4 ans à dépasser les recours de vos propres voisins, voire amis, qui vont vous empêcher parce qu'ils ne veulent pas avoir dans leur proximité une production agricole qui est un acte économique qui a aussi des conséquences de voisinage, quoi. Donc ce point-là est quand même très important parce que si on n'a pas la capacité, par la pédagogie, d'expliquer ce qu'est l'acte productif, au-delà des problèmes de normes et de réglementation, on aura aussi un énorme souci. Je viens d'un département hyper rural, mais ça pourrait s'appliquer à beaucoup de départements ruraux. Si vous demain vous enlevez l'agriculture dans ces départements, mais il n'y a plus de vie. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est une activité. C'est la seule activité qui est présente dans toutes les communes, sans exception, de la plus petite à la plus grande. C'est celle qui fait vivre les territoires. C'est celle qui entretient les paysages, ça a été dit. Demain, plus d'agriculteurs, plus de services, plus de maillage économique et social, plus de tourisme, parce que plus de paysages entretenus, plus de tourisme. Donc il faut bien mesurer cet enjeu, et je suis d'accord pour dire que ça fait partie des intérêts fondamentaux de la nation, comme cela a été annoncé. Oui, ça a été effectivement promis par Gabriel Attal la semaine dernière. Laurent Ducamp, vous pourriez porter des mesures comme ça dans un projet de loi futur pour, par exemple, interdire à un voisin d'attaquer un agriculteur qui voudrait s'agrandir? Vous voyez ce que je veux dire, pour protéger ces agriculteurs-là? Alors, ça tombe plutôt bien, puisque à la moitié du mois de mars, on devrait avoir la proposition de loi qui a été votée d'ailleurs par l'Assemblée nationale, qui devrait apporter des solutions sur ces problématiques de voisinage. De quoi on parle? Pour ceux qui n'ont pas suivi le débat. En réalité, pour le dire simple, c'est quoi? C'est une exploitation agricole qui est sur un territoire, qui existe depuis des décennies, voire plus que des décennies, et un voisin qui arrive, qui est d'accord pour acheter la maison alors qu'il sait pertinemment qu'il y a une exploitation à côté et qui se réveille quelques temps après pour dire l'exploitation me gêne, il faut la faire fermer. Il y a du bruit, il y a des odeurs. Ça, on ne peut plus continuer. Soit il se dit j'achète une maison à côté d'une exploitation et je vis avec,
Soit il se dit je ne peux pas vivre avec l'exploitation, ben on va acheter ailleurs. Mais donc pas pour une nouvelle exploitation qui s'installe. Et que ça, il faut qu'on le rappelle. Et il faut qu'on le rappelle très clairement. Parce que sinon, on est toujours dans un jeu qui consiste à alourdir sans arrêt la psychologie de l'agriculteur et qui fait qu'aujourd'hui, ben, c'est ce qui explique pourquoi les agriculteurs sont dans la rue. Quand vous leur mettez une multitude de contraintes, quand vous êtes sans arrêt en train de les critiquer, quand on les vilipende à longueur de journée, quand ils ont des problèmes de voisinage, quand ils ont des problèmes avec toutes les sentinelles de la nature, avec tous ceux qui font des délations à l'OFB, quand ils voient arriver des policiers entre guillemets de l'environnement armés pour venir leur dire qu'il faut arrêter de couper les buissons, alors qu'on est incapable non seulement d'arrêter les points de deal, ni de savoir combien il en a, ni de mettre une police de la drogue par exemple, je me dis qu'à un moment donné, les agriculteurs ne peuvent qu'exploser. À Doncey, je crois, il y a effectivement la pédagogie. Et je pense que proposer à ce que tous les jeunes aillent visiter une exploitation agricole, mais une vraie, hein, pas Épinal, une vraie, et constatent ce que ça veut dire en voisinage, en réalité économique et tout, là, sur un travail de longue haleine, on fait quelque chose de très bien. Allez, il vous reste 2 minutes, allez-y chacun. En fait, moi je préconise dans mes livres nourrir un service civique agricole, mais pas sur les micro-modèles du passé où les agriculteurs butent sur la pénibilité, la précarité, la difficulté avant. On ne fait plus une agriculture de panier. Aujourd'hui, il faut nourrir des mégalopoles, nourrir des gens qui demandent du bon, du sain, de l'accessible, du varié, du pas cher. L'agriculture française sait le faire, respectons-la, laissons-la travailler. Et à tous, ravis de vous retrouver sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture pour ce nouveau numéro du Direct des régions. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler biodiversité, une biodiversité dont on nous dit qu'elle est en danger. Il est vrai qu'en matière végétale, eh bien, des variétés ont disparu pour diverses raisons et qu'aujourd'hui, eh bien, certains experts tentent de les retrouver et peut-être aussi de les faire revenir dans les champs, dans les exploitations agricoles. C'est ce que nous verrons dans un instant avec nos invités, mais tout de suite je vous propose de partir dans les Hauts-de-France sur les traces des aventuriers de la biodiversité perdue. Alors comme ça, le haricot de Soissons aurait quitté la France? Il y a des haricots de Soissons qui venaient de Chine, de Pologne, et donc à un moment donné il fallait réagir et essayer de protéger parce qu'on ne peut pas utiliser dans ce cas-là l'appellation haricot de Soissons. Nous sommes au pôle légumes région nord de l'Orgie, près de Lille, où l'on réalise des expérimentations en culture légumière. Aujourd'hui, une parcelle nous intéresse plus que les autres, celle consacrée aux travaux du Centre régional de ressources génétiques des Hauts-de-France. On y sème des variétés anciennes pour les maintenir et les caractériser. On a une action dans ce lieu où on expérimente, on conserve nos variétés anciennes régionales. Le travail sur les variétés ne s'arrête pas à la maintenance. On évalue aussi les caractéristiques agronomiques, nutritionnelles et organoleptiques des variétés. Oui, il faut quand même que ce soit bon. À 30 km de la station d'essai, le Centre régional de ressources génétiques rassemble des collections exceptionnelles de fruitiers et de légumes anciens. L'intérêt d'un centre régional de ressources génétiques, c'est effectivement de conserver, mais pas que. On a aussi un gros travail aussi de valorisation de notre patrimoine, à la fois légumier, fruitier et animal, en région, et dont c'est l'objet principal. Chaque producteur ou maraîcher avait un savoir-faire, avait une manière de cultiver, avait une manière de produire ses fruits ou de refaire ses semences, et une manière aussi d'imaginer des recettes aussi. Il y a forcément une histoire humaine derrière. Le consommateur cherche des histoires aussi. Le travail notamment sur un oignon particulier qui nous tient à cœur, c'est l'oignon rouge d'Avril, qu'on pensait disparu. Donc en 2011, on a eu la chance de retrouver sa trace grâce à un vieux jardinier de 89 ans. Et donc on a inscrit la variété, et depuis quelques années, on rediffuse la variété. En 2011, il y avait un jardinier qui cultivait cet oignon. Et maintenant, en 2023, il y a des centaines et des centaines de jardiniers qui cultivent l'oignon rouge d'Avril et il est sauvé. C'est ça le principal. Donc on est heureux. C'est à la fois notre histoire,
l'histoire de l'homme qui est l'histoire de l'agriculture. Mais en plus de ça, c'est des solutions pour l'avenir en matière d'alimentation et d'évolution des productions qu'on pourrait avoir à terme. Alors, pour parler de cette biodiversité en danger, cette biodiversité aussi sauvegardée par celles et ceux qui travaillent sur ces questions au quotidien, eh bien, je vous présente les invités. Marion Guillou, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Académie d'agriculture de France, mais également présidente du Fonds Collection et Biodiversité. C'est quoi le Fonds Collection et Biodiversité? Et le Fonds Collection et Biodiversité a été créé par 8 acteurs de la conservation des végétaux, de toutes tendances. Vous avez de l'agriculture classique, vous avez des conservatoires, des plantes médicinales. Et l'objectif, c'est justement d'aider les genres d'organisations que mes voisins dirigent, c'est-à-dire comment faire pour collecter, pour caractériser, puis pour partager des ressources génétiques. L'idée, c'est que le long de l'histoire, les variétés ont changé, se sont adaptées, donc le patrimoine génétique a évolué. Dans la géographie, vous avez aussi des patrimoines génétiques qui ont été sélectionnés lentement, mais à cet endroit-là. Et au fond, on a besoin, pour préparer des conditions futures différentes, c'est peut-être pas la peine de vous parler de changement climatique, de maladies, enfin tous ces caractères pas vraiment prévisibles et prévus à l'avance. On a besoin de cette diversité qui a été acquise à travers la géographie ou à travers l'histoire pour l'utiliser, pour la réutiliser. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est de savoir comment utiliser cette diversité. Les personnes qu'on a entendues du Conservatoire des Hauts-de-France disaient qu'ils étaient contents que ce soit bon au goût, parce qu'il faut que aussi ce soit une biodiversité recultivée pour être recommercialisée, représentée aux cuisiniers, que les gens sachent comment les préparer. Et rattacher ça à une utilisation gastronomique et culturelle. Donc c'est tout ça à la fois. Donc on a financé 8 projets jusqu'à maintenant, on est tout jeune. Et je crois que vous avez financé d'ailleurs un projet dans les Hauts-de-France. Exactement. Bonjour. Alors en fait on est une association de 1901 avec des conservatoires de variétés soit d'origine locale, soit d'origine internationale, 4000 variétés conservées. L'objectif central du CRBA, c'est l'adaptation des variétés face au changement climatique. Donc on part soit de ressources vraiment locales, soit de choses qu'on va chercher plus ou moins loin pour les adapter dans une station d'expérimentation agronomique qui s'appelle Station Vavilov, parce qu'on a depuis 2014 un partenariat avec la 4e et plus ancienne banque de semences mondiale, qui est l'Institut Vavilov de Saint-Pétersbourg. Et on a aussi une ferme semencière dans laquelle on produit les variétés issues de nos recherches pour les distribuer gratuitement aux agriculteurs de la métropole de Lyon, mais aussi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On reparlera de cette ferme dans un instant. Michel Marchilly, bonjour. Bonjour. Alors on vous a vu dans le petit reportage qui a précédé cette émission. Vous êtes le directeur général du Centre régional de ressources génétiques des Hauts-de-France. Je veux dire que votre métier, c'est presque un métier de détective. C'est presque ça, c'est-à-dire qu'on a une stratégie en fait de la prospection jusqu'à la valorisation. Et comme le disait à l'instant Marion, c'est vrai que la caractérisation et l'évaluation, c'est un élément souvent essentiel et indispensable qui se fait dans l'ombre. Et donc on a un travail aussi de conservation, de valorisation qui est essentiel dans nos métiers. Alors on va revenir à la base, je voudrais que tous les trois vous m'expliquiez comment on retrouve des variétés disparues. Michel. Alors, effectivement, je pense que l'aspect humain est essentiel dans le travail. On parle beaucoup de végétal, mais l'humain est essentiel, parce que quelque part, c'est des espèces cultivées ou des espèces domestiques. Chez nous, en centre génétique, on travaille sur l'animal et le végétal. C'est un peu une particularité. Et à chaque fois, derrière, il y a des éleveurs, il y a des maraîchers, des collecteurs, des jardiniers, des semenciers qui sont derrière ça. Et il y a une histoire. Et cette histoire, il faut la trouver sur le terrain. Il y a eu un travail effectivement de sélection par l'homme qui date de générations. Parfois il y a encore quelques jardiniers. Vous voyez Richard qui exposait l'oignon rouge de la ville tout à l'heure. C'est vrai qu'il y en a trouvé un jardinier. C'est le jardinier avec un élément territorial essentiel qui était sur la baie de Somme, notamment sur la ville. Vous voyez la ville, donc forcément. On a d'autres cas de figure comme ça sur d'autres choses de légumes qui sont très identitaires ou des fruitiers qui sont très identitaires à un territoire. Et on essaie de les retrouver et on fait du terrain pour ça, des archives et la recherche de mémoire et de la collecte de mémoire d'anciens aussi qui est essentielle. Stéphane Crozat, ça se passe comme ça aussi chez vous en région lyonnaise. Alors qu'il y a peut-être un petit peu moins, alors c'est peut-être une fausse image que j'ai, mais la région lyonnaise, il y a un peu moins de champs que dans les Hauts-de-France. Alors oui, mais en fait on a une histoire exceptionnelle puisque dans la seconde moitié du 19e siècle,
Lyon a été l'un des plus grands centres de création horticole en Europe, vraiment. Il y a eu des dizaines de milliers, vraiment, de variétés de fruits, légumes, de fleurs, de céréales créées. Donc nous on est parti de l'histoire d'abord. Moi j'ai eu l'occasion de travailler sur un programme de recherche pour le CNRS qui a vraiment retrouvé des dizaines de milliers de pages de documentation. Ensuite on fait des inventaires de variétés locales, par exemple pour les parcs naturels régionaux. On a déjà fait la Chartreuse, on est en train de faire le Vercors, etc. Comme Michel l'a dit aussi, on va le retrouver auprès de jardiniers, auprès de différentes personnes sur le terrain. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, on a ce partenariat notamment avec l'Institut Vavilov, mais aussi avec d'autres banques de semences mondiales. Et donc on va retrouver nos variétés un peu partout dans le monde. Les haricots lyonnais, on les a retrouvés en Colombie, les roses lyonnaises, on les a retrouvés en Australie, le chou paumé Cantal d'Auvergne, on l'a retrouvé en Russie, etc., etc. Donc ensuite on va comparer ces variétés, on va les caractériser, comme Michel l'a dit, on les compare à la documentation, et ensuite on va étudier ces variétés pour pouvoir les réutiliser. Alors Marion Guillou, dans une précédente émission que nous avons présentée ici, j'évoquais les variétés anciennes, voire les variétés qui avaient tendance à disparaître, et j'entendais des professionnels du secteur des semences qui disaient attendez, nous, aujourd'hui, notre préoccupation, c'est la recherche, c'est l'innovation, et c'est pas de regarder dans le rétroviseur les variétés anciennes. Qu'est-ce que vous leur répondez? Que la diversité existe partout, y compris chez le consommateur, la demande de diversité existe partout, et sur tous les marchés, on a des gens qui cherchent ces légumes à goût très particulier, qui cherchent à retrouver des recettes anciennes. Donc oui, on ne va pas nourrir l'humanité avec nos légumes anciens ou les fruits, mais en conditions de changement climatique, c'est quand même pas idiot d'avoir une assurance qui est la conservation de la biodiversité. Parce que même les grands semenciers, ils auront besoin de caractères nouveaux qui ont été conservés grâce à l'histoire ou à la géographie. Et aujourd'hui, techniquement, basiquement, on les conserve comment, ces variétés? Alors, il y a deux méthodes de conservation. Une qui a déjà été citée par Stéphane, c'est-à-dire les conservatoires. Donc vous avez, alors à l'hydrage, j'avais bien vu ça, on a des tiroirs avec des semences qu'on fait regermer régulièrement pour vérifier qu'elles sont encore capables de germer. Et puis vous avez ce qu'on appelle in vivo, c'est-à-dire dans les champs, donc de la conservation dans les champs. Donc deux grandes méthodes de conservation, puis après des méthodes un peu plus modernes, au congélateur, enfin on a d'autres, on a perfectionné un peu les méthodes, mais c'est toujours le même principe, on collecte, on caractérise et on est prêt à partager. Notre idée, ça a été de remettre les légumineuses dans nos assiettes. Alors, dit comme ça fait pas rêver au départ, mais alors vos idées, moi j'adore parce que ça fait à la fois penser à de la cuisine, ça fait penser aussi à la cuisine moléculaire, ça fait penser aussi à Géo trouve tout. Alors, expliquez-moi ce qu'on a devant nous et comment vous avez travaillé là-dessus. D'abord, c'est quoi ces sachets? C'est de la sauce de soja, ça, hein? Ce n'est pas une sauce. D'accord, bon, je me suis trompé, ça commence bien. Alors, c'est quoi? Alors ici, on a une gamme de deux produits composés à 100% de légumes secs français, des pois chiches et des lentilles. Le premier, la balsato, est une base culinaire qu'on utilise de l'entrée jusqu'au dessert. Et le deuxième, c'est un faux produit de fabrication, l'eau de cuisson de nos légumineuses, qu'on récupère de la cuisson pour faire un substitut fonctionnel à l'œuf. Ça, c'est de l'eau de cuisson. Exactement. Et là, je fais quoi avec l'eau de cuisson? Alors, expliquez-moi. Alors avec l'eau de cuisson, c'est simple, vous l'utilisez comme de l'œuf, c'est-à-dire qu'avec, vous pouvez réaliser des mousses, par exemple dans des recettes de mousse au chocolat, de mousse aux fruits, ou alors des émulsions pour faire des sauces végétales sans œuf. Non, attendez. L'œuf, c'est blanc. Ça ressemble plutôt, je vous le disais tout à l'heure, à de la sauce de soja. Comment ça devient blanc? Alors ça, c'est les mystères de la chimie. Expliquez-moi la chimie. Ici, en fait, quand vous allez le remettre en solution en incorporant de l'air ou alors avec l'huile, tout simplement, le foisonnement va venir blanchir le produit ou l'avoir d'une couleur, on va dire crème, pas d'un blanc éclatant. D'accord. Et après, ce blanc, on peut l'utiliser dans la cuisine. Par exemple, si je veux faire un gâteau de Savoie où j'ai besoin de blanc d'œuf battu en neige, initialement c'est la recette d'origine, je peux faire ça avec votre préparation. Tout à fait. Et alors, ces idées, elles sont nées comment? Parce que je ne l'ai pas dit au tout début, mais vous étiez étudiante à Angers, en école d'agriculture. Comment c'est né? Comment on se dit, tiens, on va faire avec l'eau de cuisson du blanc d'œuf? Alors tout à fait, nous étions étudiantes à l'ESA, l'École supérieure d'agriculture à Angers, et c'est un projet qui est né dans les murs de notre école. Donc on était à l'origine sur l'étude des propriétés fonctionnelles des légumineuses, en commençant justement par l'eau de cuisson, et ensuite est né notre deuxième produit, la balsato,
qui est la valorisation des graines, donc des pois chiches et du lentilles. Alors justement, la base à tout, on fait quoi avec ça? Parce que maintenant j'ai compris pour les œufs, mais pour ça. La base à tout, l'idée c'est avec un seul produit, on peut l'intégrer de l'entrée jusqu'au dessert. On va pouvoir le mettre à la fois dans un four légumes en remplaçant la farine, mais également en remplaçant la viande, par exemple dans des recettes de bolognaise, de hachis parmentier. Également en dessert, on a des recettes de moelleux à la vanille, de gâteaux au chocolat. Bon, tout ça c'est bien, mais on va les trouver un jour dans le commerce, vos produits? On espère prochainement en restauration collective, qui est notre cible principale. Donc les cantines, les restaurants professionnels ou encore les établissements médico-sociaux. Et donc, vous allez devoir les convaincre, parce que pour les convaincre, on peut faire de la pâtisserie avec ça. Hein. Ils sont convaincus quand ils l'essayent. Vous avez déjà des petits carnets de recettes à leur communiquer pour les aider un petit peu, pour qu'ils se projettent, comme on dit? Alors nous, on a un début de carnet de recettes, les premières idées de comment on peut utiliser les produits. Et ensuite, eux, les chefs, arrivent directement à fleurir toutes les idées et ensemble, on travaille sur la création de nouvelles recettes pour leur cible de consommateurs. Ah, une dernière question, tout à l'heure, je vous demandais comment était née cette idée. C'était pas un jour où vous manquiez de blanc d'œuf pour faire un dîner entre copains et entre copines à Angers? Ça aurait pu, mais c'est vraiment né dans un laboratoire. Et vous n'avez pas peur que ça fasse peur un peu aux consommateurs? On se souvient d'un professeur célèbre, hein, Hervé Tiss, qui n'arrêtait pas de nous faire de la cuisine moléculaire, qui nous faisait des choses absolument incroyables avec presque rien. C'est un petit peu, vous êtes un peu les héritières d'Hervé Tiss aujourd'hui, donc il va falloir convaincre. Alors, on ne veut pas remplacer l'œuf. Nous, l'objectif, c'est de valoriser la chaîne du début jusqu'à la fin en ayant un produit et en valorisant l'ensemble des coproduits pour ne pas avoir de déchets, mais pas de remplacer un produit en tant que tel. Eh bien écoutez mesdemoiselles, merci beaucoup d'être venues sur ce plateau et puis on souhaite longue vie à vos produits. Je pense que vous arriverez très vite avec ces grands sourires à convaincre les cuisiniers, mais pas forcément uniquement dans les établissements sociaux. Je pense qu'aussi en restauration traditionnelle, ça peut aussi faire l'affaire. Voilà, eh bien écoutez, merci d'avoir suivi cette émission. Moi je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro du Direct des Régions et n'oubliez pas d'ici là que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. À demain.